De retour sur le plateau du Grand Journal avec Bernard Kouchner et Florence Aubenas. On parle avec vous de la crise syrienne. D'abord, pour bien comprendre, est-ce que vous êtes toujours pour une intervention en Syrie ou pas? Oui, j'étais pour une intervention en Syrie au début de la crise, au début de la guerre, ça fait 2 ans et demi. Ouais. Et je pensais que devant le massacre des populations civiles, car c'était la seule façon pour Bachar el-Assad de répliquer, de bombarder systématiquement, nous aurions dû faire quelque chose. C'était évidemment beaucoup plus facile. Maintenant, ça me paraît très compliqué. Très compliqué, et là, vous dites qu'aujourd'hui... Il faut le faire quand même. Pardon? Très compliqué, mais il faut le faire quand même. Je pense qu'il faut le faire quand même, mais la question viendra. Non, parce que vous dites aujourd'hui que ça ne sauverait peut-être pas beaucoup de vies civiles, mais qu'en tous les cas, ça sauverait notre honneur. Non, mais ce qui a changé, oui. Je pense que nous avons eu tort et que maintenant, il y a un désintérêt total pour les enfants qui meurent. On dit les enfants parce que ça fait toujours plus grave, n'est-ce pas? Mais vraiment, là, dans ce bombardement chimique, on a vu les enfants mourir de ce gaz sarin, etc. Et si ça ne provoque pas d'indignation, alors qu'est-ce que c'est que comment évolue cette société? Ça provoque de l'indignation, mais peu de pays sont prêts à intervenir. Non, ça ne provoque pas suffisamment d'indignation. On a remarqué à Saint-Pétersbourg que Barack Obama et François Hollande étaient isolés. Mais je sais. Par exemple, aucun autre Européen ne veut y aller. D'accord. Mais la population, en général, même si les politiques décident toujours avec beaucoup plus de difficultés, ce qui est normal, il y a des responsabilités, etc., la population ne s'est pas indignée. Vous avez vu des manifestations dans les rues contre la Syrie, si j'ose dire, contre ce bombardement? Non, il n'y en a pas. Il y a 30 ans, c'était inimaginable qu'on voit ce spectacle à la télévision et qu'on ne réagisse pas. Maintenant, on ne réagit pas. Ça réduit les possibilités d'y aller. Il y a un égoïsme qui s'installe et qu'on appelle la compassion fatigue, parce que les Américains qui ont appelé ça comme ça, on ne s'indigne plus. Ça réduit les possibilités d'y aller. Oui, ça réduit les possibilités, mais de toute façon, pour le moment, elles sont très réduites. Puisqu'on va parler du G20, c'est une impasse pour le moment. Oui. Et les gens, au contraire, ont renforcé leur position hostile en général, aux frappes qui pourraient être limitées et qui réagiraient à quoi? Parce que ce qui est nouveau, c'est pas que les gens meurent. Malheureusement, il y en a 150 000 ou 120 000 qui sont déjà morts et nous n'avons pas réagi. Mais l'utilisation de l'arme chimique, c'est-à-dire du gaz sarin, qui tue même en pénétrant dans la peau sans qu'on le sente, et qui tue des milliers de gens, était strictement interdit depuis la guerre de 14, depuis 1923. Il y a eu des résolutions internationales qui ne sont pas respectées. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le laisser faire, car n'importe quel dictateur aura le gaz sarin qui est facile à obtenir. On ne comprend pas bien ce qu'est l'intervention. On parle de frappes ciblées. Ciblées sur quoi? Quel effet elles auront? Et on dit qu'il ne s'agit pas de faire partir Bachar el-Assad. Non, il ne s'agit pas, sinon on aurait dû le faire plus tôt. C'est quoi les frappes ciblées? Parce qu'on ne peut pas laisser l'emploi sans réplique de ce gaz complètement interdit. C'est quoi les frappes ciblées? Écoutez, vous ne savez pas. Personne ne sait. Tout le monde se fait expert en stratégie, s'il vous plaît. Donc, laissez faire les gens. Il y a des frappes qui seront ciblées sur les centres de commandement de l'armée, etc. Après, il y a toujours ce qu'on appelle les collages, les dommages collatéraux. Tout le monde a pris, en tout cas, le président Obama et le président Hollande ont tous dit qu'il ne s'agissait pas de mettre à bas le régime. On peut dire qu'ils n'ont pas raison, on peut dire que ce n'est pas assez et que ça serait mieux de mettre à bas ce régime. Mais après avoir entendu le médecin que nous venons d'entendre, la population, elle se demande depuis très longtemps pourquoi nous ne sommes pas intervenus. Et qu'est-ce que c'est que le droit d'ingérence, puisqu'après tout ça est reconnu par la communauté internationale en cas de massacre de civils. Et nous n'avons rien fait. Est-ce possible maintenant? C'est très difficile après le G20. Je vous rappelle qu'il y a non seulement le G20, mais que le Congrès américain doit se réunir au début de la semaine. Il faudra attendre sa décision. Et là, le président Obama qui arrive justement où je le dis, va décider, il peut décider malgré l'avis du Congrès. C'est un problème que la rébellion soit dominée aujourd'hui par des extrémistes. C'est un problème que la rébellion soit dominée aujourd'hui par des islamistes. Oui, c'est un problème, ça rend le choix évidemment très difficile. Et d'ailleurs, il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas choisir, qu'il faut laisser les loups se dévorer entre eux. D'un côté, beaucoup d'islamistes dans la rébellion, qui au début, je vous le rappelle, était une rébellion démocratique, minoritaire, contre la dictature. C'est là qu'il fallait les aider. Maintenant, c'est très difficile, il faut le faire quand même. Mais puis, il n'y a pas d'aide humanitaire suffisante, d'ailleurs. Et il n'y a pas d'aide, peut-être, dans la région des Kurdes, il n'y a pas d'aide du tout. Alors que c'était la seule région pacifique aux frontières avec l'Irak. Jeannette, revenons à la politique. Alors, ce matin, Charles Jaguet, dans le Figaro, s'est parlé celui qui reste silencieux, celui qui, pourtant, il y a un peu plus d'un an, avait fait un communiqué de presse avec le président du Conseil national syrien pour dire qu'il fallait une action rapide, en tout cas pour intervenir en Syrie, pour sauver les populations. Et il répète à ses interlocuteurs qui le verraient, « Je vous l'avais bien dit ». Voilà. Alors, de l'intérieur, puisque nous avons été
tous les deux un petit peu ministres. S'il y a une chose dont Vous on avez été est... même franchement ministre. Oui, ouais. même, Oui, oui. franchement. C'est d'ailleurs un conseil des ministres ici. Hein. Je préside, enfin. On arrête la discussion si vous dites ça. Non, c'était cette conviction qu'avait Nicolas Sarkozy que la voie diplomatique était une voie sans issue, qui était une impasse. Et il savait peut-être d'ailleurs que c'était une voie sans issue parce que quand vous étiez ministre, en tout cas, vous aviez accueilli Bachar el-Assad au défilé du 14 juillet en 2008. Et je crois savoir que vous aviez exprimé peut-être une opposition ou peut-être ferme. Oui. Mais vous n'étiez Mais pas discrète. entendu. Ferme mais discrète. Non, pas du tout discrète. Hein? Non, au contraire, j'en ai parlé souvent. Je m'étonnais qu'on lui fasse confiance. Je savais très bien, parce que c'est une famille que je suis depuis longtemps. Son papa, qui avait fait 25 000 morts Ah, c'est une à Omar. famille d'enfoirés. Hein. Oui, oui. Oui, non, faut dire les Mais choses simplement. évidemment, j'allais le voir pour essayer, parce que Encore une d'avoir intervention de meilleures relations, et puis aussi qu'il n'arme pas le Hezbollah, etc. Enfin non, il y avait toute une partie Ça a eu du critique poids, de en cette tout cas, affaire. visiblement. Mais je Mais- m'efforçais de dire au président Sarkozy qu'il ne fallait pas faire confiance à ce que disait Mais Bachar el-Assad. c'est vrai que quand on est ministre, c'est pas toujours évident de le dire, en tout cas ouvertement ce que l'on pense. Et c'est vrai qu'on a pu regretter le silence. Mais ce qui est intéressant, Oui, ce qui est Ramayad l'avait fait à son époque. ce qui est intéressant de voir, c'est que Avec la rare Kadhafi. fois Oui. où j'ai pu voir un Conseil des ministres tendu, c'était justement sur cette affaire syrienne, où il y a eu une espèce de petit clash comme, entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui estimaient qu'en réalité, la voie diplomatique ne servait à rien, que de discuter avec Bachar el-Assad ne servait à rien. Et Alain Juppé, à l'époque, maintenait qu'il fallait encore continuer à discuter avec Bachar el-Assad. Donc, il l'avait bien dit. Aux États-Unis, comme en France, les opinions publiques sont majoritairement contre une intervention militaire. Karim Rissouli va nous expliquer pourquoi ça risque d'empirer. Karim, il y a une vidéo qui tourne sur Internet et qui ne risque pas d'arranger les partisans des... Ouais, je ne sais pas si vous l'avez vu, vidéo diffusée sur le site du New York Times. Alors, on va la regarder dans un instant, mais avant, 2-3 éléments pour bien comprendre cette vidéo. C'est une vidéo tournée par des rebelles syriens qui mettent en scène l'exécution de soldats de l'armée de Bachar el-Assad. Voici la vidéo, je précise et je vous rassure, on ne vous montrera pas les images les plus trash, mais regardez. 50 عاما للفساد رفاق والموت ذل والحياة لقول الله أنا سنثأر واليمين نطاق وستدفعون دماءنا أضعافها. Voilà, évidemment, ils vont se venger quelques minutes plus tard. La vidéo se termine par l'exécution des soldats de l'armée de Bachar. Image noircie, mais avec le son, et ça met extrêmement mal à l'aise. Alors, des vidéos comme celle-ci, tournées en Syrie, il y en a déjà des dizaines qui circulent sur le net. Mais bon, la guerre, c'est sale des deux côtés, c'est pas nouveau. La nouveauté, en revanche, c'est que ce soit un choix éditorial du New York Times, journal de référence américain, qui met la vidéo sur son site et qui décide d'en faire un élément du débat. Et ça tombe extrêmement mal pour Hollande et Obama aujourd'hui. Imaginez la scène à Saint-Pétersbourg. Hollande et Obama donnent tout pour convaincre leurs alliés de les suivre en Syrie. Et pendant ce temps-là, dans les hôtels où les délégations logent à Saint-Pétersbourg, il y a ces images qui tournent en boucle sur les chaînes info. Images qui ne vont certainement pas, on en parlait tout à l'heure, aider Obama et Hollande dans leur bataille de l'opinion. Petit rappel des derniers sondages. 60% des Américains et 64% des Français sont aujourd'hui contre l'intervention. Alors, en France, la question qu'on peut se poser, c'est les Français pas convaincus, majoritairement pas convaincus. Est-ce que ça inquiète aujourd'hui François Hollande? Bon, apparemment pas vraiment. Faut dire que, bon, d'abord les mauvais sondages, François Hollande, ça, il est habitué. Et puis plus sérieusement, Hollande continue dans cette affaire à être en mode même pas peur, sûr de lui, à montrer les muscles. En tout cas, c'est ce qu'il confiait hier dans l'avion qu'il menait à Saint-Pétersbourg à quelques journalistes qui l'emmenaient avec lui. Je cite le président, si on avait fait des sondages avant le Mali, on n'aurait pas eu la majorité. En clair, le message, je sais, c'est pas les sondages aujourd'hui qui gouvernent à l'Élysée. Alors peut-être que c'est pas les sondages qui gouvernent, même si convaincre les Français, apparemment, Hollande n'a pas fait une croix dessus. Il parlera la semaine prochaine, selon nos informations, peut-être jeudi ou vendredi. C'est aujourd'hui la fenêtre de tir que pense l'Élysée après le vote du Congrès américain. Et faire de la politique, c'est savoir prendre des décisions aussi, non? Ben ça, c'est une question qu'il faut poser à Bernard Kouchner. Est-ce Mais qu'on c'est peut prendre une décision exactement ce malgré que je les pense, et Français c'est pas sur des sondages. Si vous posez la question aux Français, aux Américains, n'importe qui, voulez-vous que nous fassions la guerre? Évidemment, ils répondent non. Enfin, on ne gouverne pas avec des sondages, surtout pas quand il s'agit de guerre. Il y a une constitution française qui dit que le président de la République est chef des armées et que c'est lui qui doit décider. Pour le moment, nous en restons là. Mais s'il vous plaît, on aurait montré au G20 le même film que celui des enfants dont j'ai parlé quand ils ont reçu le gaz sarin, ça aurait été encore pire. Parce que c'est vrai que des deux côtés, il y a des exactions, des atrocités et des barbaries. Il faut savoir, d'abord, il
faudrait pouvoir les doser et c'est complètement impossible. Mais cette attaque chimique de Bachar el-Assad sur un quartier, c'est-à-dire visant une population indiscriminée, c'est horrible ce que vous nous avez montré, mais il s'agit de combattants. Là, il ne s'agit pas de combattants, il s'agissait des familles qui étaient dans leur maison. Donc c'est quelque chose d'absolument effroyable. Les effets du gaz. Moi, j'étais à Halabja il y a 25 ans, parce que l'autre dictateur du Bas, Saddam Hussein, a bombardé Halabja. Et ben, tout le monde est mort. Vous vous souvenez des photos d'Halabja? Oui, personne n'a réagi. Et j'étais honteux pour la France. Eh bien, que François Hollande réagisse maintenant à ces images en disant qu'on n'a pas le droit d'utiliser le gaz sarin, je suis très heureux pour mon pays et je regrette pour tous les autres qui se sont dégonflés pour des problèmes intérieurs. Florence Aubenas, vous présidez le comité de soutien aux 2 otages. Est-ce que vous pensez qu'un bombardement pourrait mettre leur sécurité en péril? Une intervention? Je pense que tout met leur sécurité en péril. Donc, dès lors, je crois qu'il faut que chaque chose reste à sa place, c'est-à-dire que la politique fasse de la politique, que la diplomatie en fasse, et que nous, on dise, voilà, on est pour la liberté de la presse, on est pour qu'ils sortent. Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses et se regarder l'un l'autre en disant, attention, si vous faites ça, c'est dangereux pour nous. Nous, on se laisse aussi le choix de critiquer la politique du gouvernement, et chacun doit pouvoir avoir sa propre voix, je crois, dans des débats comme celui-là. Il ne faut pas se gêner les uns les autres. Ouais. Didier François et Édouard Elias sont retenus depuis maintenant 3 mois en Syrie. Vous avez eu des nouvelles? Vous savez s'ils sont toujours en vie? Alors, ils sont vivants, ça c'est la meilleure nouvelle. Certitude. Voilà, certitude, en tout cas aujourd'hui. La chose qui était très particulière en Syrie, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires d'otages, on en parle beaucoup depuis ces 10 dernières années. C'est vrai que quand j'ai commencé à être journaliste, on mettait presque comme des enfants, j'allais dire, sur notre voiture en disant, voilà, on est journaliste, c'était un peu comme la Croix-Rouge, on est intouchable. Maintenant, si on met presse, on est ciblé. Donc on dit, ah ben on n'est pas vraiment journaliste. Et donc c'est vraiment, les choses se sont tout à fait inversées. La chose qui était particulière en Syrie, c'est que pouvaient être les ravisseurs toutes les parties. C'est-à-dire que généralement, on se dit, bon, bah, c'est à peu près tel camp, et dans tel camp, telle faction. Là, ça pouvait être des mafieux, ça pouvait être des rebelles, et ça pouvait être les forces du gouvernement. Donc on était vraiment tout à fait désarmés au début, et ça, c'est très particulier de se dire, c'est un peu ce que vous montriez dans vos vidéos, c'est-à-dire que l'espèce de show de la violence, il est partout en Syrie. Hein. Et on le revendique, c'est-à-dire que normalement, on met en ligne des vidéos où on est victime. Là, on met en ligne des vidéos où on est bourreau. Et ça, c'est très spécial en Syrie. Ça, c'est très spécial. Et donc là, maintenant, la nouvelle qu'on a, j'y arrive, ne perdez pas espoir, c'est qu'ils sont plutôt retenus côté rebelle. Donc ça ne veut pas dire forcément que c'est un groupe rebelle, oui. Mais enfin, c'est plutôt de ce côté-là et pas du côté de Damas, j'allais dire. Florence, vous êtes la bienvenue sur ce plateau pour venir faire le point. Est-ce que c'est gentil? Non, mais quand vous voulez. Vraiment, bah c'est vraiment, très sincèrement. Vous le pensez en vrai? Ah ouais. Non, venir d'abord... venir parler des otages. Si je n'ai pas été ministre. Même si vous n'avez pas été ministre. Et nous, tout le monde. nous parler aussi, parce que ça intéresse beaucoup Jeannette, de votre récent séjour en Égypte. Oui. On en reparlera si vous le voulez bien. Avec plaisir. Pour l'instant, ils sont 3000 enfermés dans une cave. Ils passent 95 heures par jour à regarder la télé pour nous en extraire le meilleur comme le pire. Voici le zapping. Nouveau règlement de compte à Marseille. Cet après-midi, Adrien Anigo, le fils du directeur sportif de l'OM, a été abattu au volant de sa voiture. Les 2 tireurs ont fait feu à bout portant avant de prendre la fuite. Adrien Anigo était un délinquant connu des services de police. C'est le 15e mort dans un règlement de compte dans la région depuis le début de l'année. On vit en danger, monsieur le ministre. Moi, je me suis agressée devant 2 enfants, monsieur le ministre. 2 enfants, 2 mineurs. Devant chez moi, monsieur le ministre. J'ai appelé la police, j'ai fait tout le nécessaire. Il n'y a personne qui m'a répondu, monsieur le ministre. Je vous le jure, monsieur le ministre, devant chez mes enfants. Elle tue et ne s'en cache pas, elle le revendique même. Au Mexique, la police traque une justicière masquée, une femme qui aurait déjà assassiné 2 hommes, des chauffeurs de bus soupçonnés de viol. J'ai eu, avant de venir sur ce plateau, Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Et nous avons convenu qu'ensemble, il fallait déclarer la guerre au trafic de drogue. Vous avez entendu un homme qui est censé travailler dans une supérette dans le cadre de cette semi-liberté. La supérette est fermée au mois d'août et visiblement personne ne s'en aperçoit. Je vous répète que la justice ne se prononce pas là sur un plateau de télévision. J'en suis profondément désolée. Je suppose les frustrations que cela suppose. Je suppose ce que ça peut ajouter à la douleur.
Mais à qui nous rendrions service de faire en sorte que les prétoires se transportent maintenant donc, sur les plateaux de télévision? Est-ce que vous vous voyez repartir pour un tour politique? D'abord, ce ne sont pas des tours. Ensuite, on incarne. Enfin, bon, je ne sais pas, est-ce que je me vois incarner La question se pose. Enfin, je suis à peu près normale. Non, mais je ne passe pas mon temps à me regarder, à me demander si j'incarne quelque chose. non, mais moi, enfin, vous me déconcertez. Mais comment ça, c'est une question naturelle? Pour faire la tour Eiffel, on joint les deux mains et on écarte, on ramène. On écarte, on ramène. Le choc des salariés français de Waterman. Après les avoir licenciés, la direction demande à certains de former leurs successeurs polonais. Attends, je te dis quoi? Je te dis, j'ai dit un truc, mais je suis pas mytho. On a été formés par des salariés anglais qui bossaient sur le site Parker de New Haven et qui ont été licenciés il y a 3 ans. Les gens qui étaient là-bas étaient plutôt volontaires et sympathiques avec nous. Merde, me pétez pas les coups. Là, vous me faites péter un plomb. Nous sommes la résistance. Vive la résistance! Les temps sont durs pour le raffinement, mais certains résistent. Aoste, le goût du raffinement. C'est la pierre des Maharajas, on peut le rappeler, la pierre précieuse, la pierre qui fait rêver. Je sais que vous en rêvez. Aujourd'hui, le rêve est possible. Le rêve devient réalité. Putain. Avez-vous des peluches dans votre lit? Oui. Oui? Et comment elles ont un petit nom? Elle a un petit nom, la peluche? Il y en a qui s'appellent Nounourson. Regardez, après la cure collagène, voilà, non, pardon, excusez-moi, ça c'est après la cure collagène et ça c'est avant. Et le fait média du jour, eh bien, c'est cette annonce qui a été faite aujourd'hui même par Énergie News, annonce de l'arrêt de notre émission. On est une émission média et on vous doit la transparence, c'est ce qu'on a toujours fait dans cette émission qui s'arrêtera donc demain soir. Une décision rapide prise par Énergie 12 après seulement 8 numéros. Ce monsieur n'a pas arrêté de nous défoncer, comme l'a dit Jean-Mi, toute l'année dernière. Moi, il m'a même foutu un procès au cul. Alors, tu sais quoi? Ça s'arrête. Eh ben, salut, au revoir, merci. Non, mais ce qu'il fait sur Europe 1, c'est bien, il y a du contenu. Ce qu'il fait sur Europe 1, il y a de la matière. Il devient sa propre matière, ça c'est intéressant. Sa matière fécale, ouais. Non. Là aussi, nous pouvons battre notre culpe. Non, pas le cul. Notre culpe. La parodie du tube de Robin Thicke, Blurred Lines. Vous connaissez le clip sans doute, où sont mises en scène des jeunes femmes déambulant en petites culottes. Eh bien, voici la version féministe où les hommes se retrouvent déshabillés. C'est l'œuvre de 3 étudiantes néo-zélandaises. Leurs propos, ras-le-bol de ces clips où les femmes sont des objets, nous ne méritons pas ça. Ne payez pas plus pour en avoir plus. En septembre, Citroën C4 HDI collection suréquipée est à partir de 17 990 €. On dirait qu'il vient de faire sa rentrée en 3e, mais il vient nous présenter le nouveau programme court de Canal+, casting qu'il réalise lui-même. Voici Pierre Ninet. Bonjour. Pierre, Bernard. Enchanté. Voilà. Et moi donc. C'est fait. Après avoir brillé devant les caméras, voilà que vous passez de l'autre côté avec ces programmes courts qui démarrent demain sur Canal. À midi. Exactement. Ouais, mais alors, quelle idée? Je sais pas ce qui m'a pris, ouais. Mais d'un coup, je me suis dit, j'aime bien raconter des histoires, j'avais envie de voir ce que ça faisait un peu de l'autre côté. Du coup, on s'est lancé. On vous découvrira dans quelques mois en Yves Saint-Laurent. Vous êtes en train de tourner Yves Saint-Laurent. Ouais. Si un jour l'idée venait de faire un biopic sur Bernard Kouchner. On est en préparation, nous. Hein. C'est surtout vous ça êtes déjà en qu'il faut que préparation? je vous dise. Oui. Prévenez-moi. Je vous le dis, je profite. Vous entraînez avec les sacs et tout? On en parlera en coulisses. Vous entraînez avec les sacs et tout? Ah oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ah, oui. Et Bernard, une petite question qui n'a rien à voir avec le schmilblick, mais est-ce que vous avez des nouvelles de Augustin Popostik? Est-ce qu'il est toujours à Pétaouchnok? Oui, il est né à Pétaouchnok. Et curieusement, parce que vous situez mal Pétaouchnok, je le sens, c'est à côté de la forêt de Brocéliande. Ah, juste alors à côté. C'est un type très grand, très costaud, un peu
pas niais, mais enfin pas, comment dirais-je, pas très rapide. C'est tout à fait obscur ce que vous dites là, pour nous et pour tous les téléspectateurs. Augustin Popolstig sont des histoires que je raconte à mes enfants, petits-enfants, etc. Pour le moment, je m'arrête là. C'est vendredi et Doria est partie faire comme Zaya, un scanner mammaire pour nous prouver qu'elle ne triche pas, elle non plus. En attendant, c'est Tony Saint-Laurent qui joue la Miss Météo. Pour vivre mieux, regardez la météo avec Marignan Immobilier. Bonsoir Tony. Incroyable, quel accueil. Bonsoir. Capillairement, c'est pas très éloigné de Doria. Oui, mais c'est très éloigné de Jean-Michel. Oui. À l'autre bout du spectre. Ouais. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir Antoine, bonsoir Pierre, bonsoir Narbé, Bernard en Verlan, bonsoir Jean-Mi, bonsoir tout le monde. Et Florence. Bonsoir Florence, Ah bah oui. bien évidemment, et bonsoir Jeannette. En 24 heures, j'ai vécu un véritable ascenseur émotionnel. Et oui, hier, on m'a téléphoné pour me prévenir que j'allais remplacer aujourd'hui Doria, qui est en RTT. Et c'est vrai que c'est un petit peu logique qu'on pense à moi pour faire la Miss Météo. Et oui, mon père est antillais et ma mère est portoricaine. En fait, si j'avais été une meuf, j'aurais été super bonne. Hein. Tout de suite, sans plus attendre, les cartes de demain. J'adore cette phrase de Laurent Romeshko. Il fera 20 degrés à Casablanca, 24 à Tanger, 28 dans le salon de la famille Belkachour, 27 au Marrakech du Rire et à Meknès, on ne sait pas parce qu'en fait ça passe pas avec les montagnes. Beaucoup d'affection pour le Maroc et les Marocains, mais enfin on est encore en France. Si je pouvais avoir les températures françaises, s'il vous plaît. Écoutez, Antoine, écoutez le grand journal. Jamel Debbouze est mon producteur et m'a obligé de faire la météo du Maroc. Ok, d'accord. C'était obligé. Le jour où vous produirez mon spectacle, il n'y a pas de souci, je vous ferai la météo du Loir-et-Cher, de la Creuse, de la Basse-Normandie. Oui, la Basse-Normandie. À ce sujet-là, on embrasse tous les Bassiens et tous les Bassiens normandiens. Voilà, ça. Exactement. Bon, quand même, Jamel en voulait un petit peu plus. Hein. Il souhaitait aussi que je vienne en habit traditionnel marocain, que Jean-Michel porte la djellaba et chante Yara de Rachita et qu'on distribue le thé au public. Mais Jamel a quand même pensé à nous. Jamel a quand même passé à nous et nous a apporté des petites pâtisseries orientales. Ah. Eh oui. Oh. Merci. Voilà. Alors vous avez un petit peu de tout. Hein. Vous avez des makrout, des baklawa et des babel el gouz. Si vous regardez bien, en fait, si vous écoutez bien, on dirait pas les noms des pâtisseries orientales, des noms de joueurs de foot du bled. Bagel gouz qui passe là-bas à baklawa, qui donne à gabel gouz et but. Ça marche pas avec nos pâtisseries à nous, hein, françaises. Tarte au citron qui passe là-bas, la chausson aux pommes qui donne à flan et diabète. Voilà, je vous remercie énormément. Merci. J'ai passé un excellent moment. Salut à tous et merci. Pour vivre mieux, regardez la météo avec Marignan Immobilier. Ça colle, Tony. On retrouve Tony Saint-Laurent au Comedy Club de Jamel dès le 19 septembre. C'est ça, exactement, à 21h30 du jeudi au samedi. Ça va. Merci Jean-Michel. Merci Jeannette. Pierre Ninet et François-Xavier de Maison va nous retrouver dans quelques instants pour un casting d'enfer. C'est bien cela? Je vous demande, c'est un monde où les gens ont les dents trop blanches et où les enfants reviennent de l'école sans taches sur leur polo. C'est le moment de la quoi? De la... Mais oui.